l'organisation du festival de Serre-les-Arts. On a voulu faire quelque chose avec eux pour cet anniversaire, cette 20e édition. On voulait être en direct durant cet événement, à la rencontre des artistes, donc qui viendront sur le plateau de KTB Radio, qui nous feront l'honneur et le plaisir de venir sur le plateau. Et également, ils viendront. On aura l'occasion d'aller les voir directement aussi dans leur endroit d'exposition. Donc je suis sur le plateau avec Alexandra Vogel. Bonjour. Artiste et photographe, qui nous aide et nous épaule pour cet enregistrement et ce direct. Il y a également Mathéo à la technique. Bonjour Mathéo. Très bon chanteur. Il fait coucou à la caméra. Bonjour. On voit une main qui dépasse. Il y a Cyril également qui sera là pour présenter des émissions tout au long de la journée de samedi et de dimanche. Il y aura Sarah également, psychologue, qui viendra nous éclairer de son regard et de son œil sur les artistes, leur activité artistique. Durant cette... Et Romain. Et Romain, bonjour, votre radiologue Romain. Artiste, musicien, et Cyril Gaulier est là. Bonjour. Et nous recevons le premier invité, donc Gérald de Viviès. Je dis bien, hein, c'est de Viviès ? De Vivier, pardon. On va se dire bonjour. Tu te mets Mathéo ici, du coup, Mathéo ? Ouais, ici ? Nickel. Bonjour. Alexandra, Romain, Mathéo. Oui, et Mathéo. Ça va ? Ouais. On se fait la bise. Et Sarah qui n'est pas là. Donc on vient juste de commencer à 9h30 et tu es là, c'est parfait. Tu veux de l'eau ? Eh ben, il y a un café. J'ai pas entendu. Non, c'est bien. Nickel. Merci. Ouais. Donc Gérald, merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio, de venir nous rejoindre et faire partager ton activité artistique, tes créations. Tu es des Hautes-Alpes, toi ? Non ? Oui, j'habite dans merci pour votre invitation. C'est chouette de parler de ce qu'on fait. C'est important. J'habite dans les Hautes-Alpes depuis quoi, 25-30 ans. D'accord. Et tu as toujours vécu dans ce coin-là ? Non, je suis originaire du sud, de Marseille, mais j'ai bougé à Dunkerque, à Paris, en Suisse. J'ai atterri ici et j'ai fondé une petite famille et je suis resté. Voilà. Je voulais te demander, est-ce que tu veux mettre le casque pour un retour de son ? C'est comme tu veux. Allez, comme tu sens. Ouais, c'est peut-être plus confortable. Ça tient chaud aux oreilles. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Bonjour. Tu nous entends bien ? Je peux monter, je peux descendre si tu veux. Vas-y, non, c'est bien. J'entends bien. Ouais. Au niveau du son, Mathéo, on est bien aussi ? Parfait. Nickel. Donc encore merci d'être venu. Donc moi j'avais dans l'idée pour tous les artistes de faire une petite chronologie, de partir de leur passé, ce qui leur a donné envie de faire de l'art, arriver à ce que tu fais aujourd'hui. On se tutoie, hein. Ouais, carrément. Ce que tu fais aujourd'hui et tes projets futurs. Ok. C'était l'idée de base, voilà, qu'on te connaisse un petit peu mieux, que les auditeurs puissent te connaître un petit peu mieux. Du coup, tu as toujours été attiré par l'art ? Alors ça va être long, hein. On a tout le temps. On a jusqu'à 23h ce soir. Oui, en fait, là, je m'étais jamais vraiment posé la question, mais quand je vais en arrière, je rembobine, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai commencé à copier les dessins Astérix et Obélix, Lucky Luke, Quasimodo, taille réelle sur la porte de ma chambre quand j'étais ado. Et dans la famille, c'est bien si on a une vraie situation, donc ils m'ont poussé pour que je sois dans les sciences. Ça m'a pris la tête et je suis parti en terminale A3 direct. Première scientifique en terminale A3. C'est art plastique et histoire de l'art. Et là, je me suis régalé. Donc j'ai passé un bac terminale A3. Après, j'ai eu la chance... je suis parti aux Beaux-Arts à Dunkerque. Ah oui, à Dunkerque. À Dunkerque, parce que j'ai suivi ma famille qui déménageait là-bas, en fait. Okay. Donc, une année aux Beaux-Arts de Dunkerque. Très belle expérience. J'avais déjà commencé la photographie dans des clubs quand j'étais plus jeune.
Aux Beaux-Arts, j'ai un peu affiné, il y avait un super labo, j'ai un peu affiné la photographie, et puis d'autres expériences plastiques aussi, avec de la peinture et de la sculpture, juste pendant une année. Et quand j'ai vu que la photo vraiment me plaisait beaucoup, j'ai passé 2 concours. Le concours de l'école d'Arles, super difficile, vraiment, et un concours d'une école en Suisse, c'est un centre d'enseignement professionnel. Alors, j'ai été pris en Suisse alors que j'avais dépassé l'âge légal, on va dire. Et j'ai heureusement la chance d'avoir une famille qui a pu me payer un logement là-bas, parce que c'est la Suisse, quoi. Alors, l'école était publique, donc ça, c'était une bonne chose. Elle est devenue privée quand moi je l'ai fini. Sinon, ça, par contre, même avec les parents que j'ai, j'aurais jamais pu apprendre là-bas. Mais la vie, voilà, la vie là-bas est un peu chère, mais c'est 4 ans dans une année de stage hyper technique. Donc j'ai appris toutes les techniques de la photographie à l'ancienne, en argentique, quoi. Là, je me suis régalé. Voilà, vraiment, je me suis régalé. Ça s'est fini avec une mention qui est un travail que j'avais jamais, que j'ai ressorti 2 fois depuis la fin de mes études, qui sont j'avais 24 ans, j'en ai 54 il y a 30 ans. À Serres-les-Arts, j'ai présenté mon travail de mention de cette école. C'était un travail sur le corps humain qui s'appelle l'impression corporelle. Ah, trop bien. Et qui cartonne toujours dès que je le sors, en fait. J'ai ressorti 2 fois et chaque fois. Et moi, il continue à me suivre parce que j'ai un pote qui m'a dit, Jay, en voyant le travail que j'avais sorti à cette période, il m'a dit, ça va être difficile de faire mieux. Ah ouais. Et pour l'instant, j'ai pas réussi. Et celles-là sur ton site, elles y sont pas? Elles y sont. Elles sont tout au fond, je pense. Tout en bas. Toutes les dernières, ouais. Ah ouais. Et comment ça se passait l'examen du coup? Il y avait un examen final? Il y avait deux examens. Il y a le côté hyper technique que j'ai raté à cause d'une prise de vue d'architecture intérieure. Et puis tu avais le côté artistique, où là j'ai eu toutes les mentions. Et là je vais me vanter un petit coup. Ça arrive pas souvent que j'ai la meilleure note de l'école, mais la note maximum n'a jamais été atteinte depuis, quoi. Et là c'était des jurys, c'était des journalistes, c'était des artistes suisses-allemands, c'était des enseignants d'autres écoles d'art. Et le travail sur le corps, il a cartonné en fait. Ouais. Voilà. Ok. On peut montrer la caméra? Ou c'est compliqué? Non, c'est tout ce que j'aime en photo. On peut montrer la caméra, si c'est possible? Si Mathéo peut nous dire si on voit bien. Après, il faudra faire défiler. Hop. Merci. Et ce travail, pour en parler un petit peu, vu qu'il a été exposé à Serres, c'est donc impression corporelle. Là, par contre, il fallait une année avant écrire ce que tu voulais faire. Ouais. Et dans la notation, c'était le respect du projet qui avait été écrit et l'impression donnée par l'expo finale. Et donc moi j'étais parti sur je voulais parler de ce qu'on a dans les tripes. Ouais. Mais j'avais pas prévu que ce soit mon corps qui soit photographié. J'ai d'abord demandé à des copains danseurs de poser. C'était super beau, c'était hyper esthétique, c'était joli, quoi. Il n'y avait pas la profondeur. Ouais. Après, je suis allé voir un pote avec qui je m'entendais très très bien, qui est un peu dans mon... Voilà, on était à peu près pareil, tendu pareil, décontracté pareil. J'ai dit, tu veux pas poser, David? Il m'a dit, ouais, on a essayé, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis mis devant la caméra, quoi. Là, ça c'est un travail qui est à la chambre grand format. C'est dur de se prendre tout seul en photo. En photo, ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est du coup, dur. Et du coup, tu sais exactement ce que tu veux, donc c'est encore. C'est dur, c'est étonnant techniquement parce qu'il y a un côté magie de la photo qui ressort là, parce que je vous expliquais après, et puis c'est super dur psychologiquement, quoi, parce que moi je me suis mis la tête à l'envers à me retrouver, complètement, quoi. Alors techniquement, vite fait, je bosse avec une chambre grand format, donc c'est du négatif qui fait 9 par 12, qui était posé en face de moi. Avec un déclencheur long à distance, scotché au sol. J'avais mis du scotch au sol pour montrer la limite du cadrage. J'avais un pied de studio là, avec la limite du cadrage haut et bas, droite et gauche, et j'avais un scotch au sol pour la netteté. Je savais où c'était net, je savais où c'était pas net. C'est ça que je vais te poser comme question. Et là, après, vas-y, lâche-toi, Jay. Et je faisais des photos, je travaillais au Polaroid. Donc je faisais des séries. C'est des super Polaroid qui se trouvent plus malheureusement avec négatif noir et blanc. Et comment tu peux le déclencher quand tu es... Un déclencheur souple qui était scotché au sol. Avec le Polaroid? En fait, le châssis il est dans l'appareil photo. Ouais. En fait, non, j'ai pas de photo du matos. C'est un film que tu mets au dos de l'appareil et après tu déclenches sur l'obturateur, quoi. Et ensuite tu tires le Polaroid, le système Polaroid avec la chimie qui est dans le film, et là tu développes et ton positif et ton négatif.
Donc je pouvais voir au fur et à mesure ce que je faisais. Mmh. Et quand l'image tenait la route, Ouais. enfin en fait je les ai toutes gardées les négatifs, même si je me dis allez je refais, j'en fais une autre. J'avais mon bac de développement, enfin de fixation et de rinçage juste là, j'enlevais le négatif hyper fragile, donc il fallait être délicat, et je le traitais quoi. Et pendant plusieurs semaines j'ai fait cette introspection en fait photographique quoi, avec des images moi qui me perturbent encore. Hein. Ma mère quand elle a fait l'expo, elle m'a dit mais t'es pas un peu fait? C'est génial. Voilà. Donc c'était un beau travail, j'étais content de le présenter à Serres-les-Arts aussi, parce que ressortir des travaux comme ça, par contre c'est une quête pour moi, parce que je continue toujours à vouloir faire des images de corps. Impression corporelle, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de dur. Les photos, l'expo, elle met les gens mal à l'aise. C'est du grand format, c'est avec des noirs profonds. Et j'ai toujours envie et en tête de retravailler le corps, mais pour amener la douceur, parce qu'on a plein de douceur aussi dans le corps. Je ne sais pas encore sous quelle forme, quand, quoi, comment, avec qui, mais voilà. Et il y a le regard sur soi aussi, parce que toi du coup tu es du côté du photographe et du côté du photographié. Et il y a ce regard sur soi-même qui peut être aussi perturbant. Ben oui, quand je te dis ça m'a brassé, c'était pas techniquement, c'était compliqué quoi. C'était psychologiquement. Parce qu'effectivement, une fois que j'ai commencé et que j'ai vu ce qui sortait, et que ce qui sort c'est des trucs qui sont assez durs, même si à cette époque c'était pas évident, voilà, j'avais des histoires de cœur, des histoires de thunes, parce que malgré tout, les fins de mois ils commençaient le 10 quoi, tu vois là-bas. Et voilà, psychologiquement c'était rock'n'roll, ça m'a brassé. Mais quelque part, ça fait un moment que je sais que l'art ça peut amener à ça. Je crois que c'est ce que j'aime là-dedans finalement. Voilà. Ça c'est un petit peu une perle pour l'instant dans mon travail. Et c'est le travail qui t'a le plus marqué, parce que je suppose que voilà, tu as travaillé sur d'autres supports aussi, celui-là visions. Il m'a beaucoup marqué parce qu'il est très fort. Voilà. Et ce que m'a dit mon copain Laurent là, c'est bon courage pour faire mieux, dans le sens aussi fort, aussi percutant dans les tripes, tu vois. Mais après j'ai fait d'autres boulots super intéressants, donc oui voilà, ça c'était la fin, on va basculer sur autre chose. C'était bien d'en parler parce que c'est un boulot que j'aime beaucoup et qui fonctionne. Ça c'était la fin de mes études, et après il faut trouver du boulot. Donc j'ai commencé par faire du studio à Grenoble. Dans un studio je photographiais du fromage, du camembert, du saucisson, un camion, des tables, des chaises, je sais pas si j'ai mis ça là-dedans. Non, c'est pas ça. Tout le côté hyper technique. Non, ça c'est un reportage sur la charcuterie traditionnelle. Ça c'est autre chose. Non, là c'était du studio où tu avais... le frigo aussi. Le frigo, c'est aussi une autre histoire, je vais vous en parler. Donc studio hyper technique, voilà, avec un assistant qui te dit attends Jay, c'est moi qui vais développer les films. Ah ouais, c'est vrai, c'est un assistant, tu te dis oh putain c'est cool quoi. Ça a duré un an et demi. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé Après, je suis redescendu dans le sud, où j'ai essayé de continuer la photo, mais c'est super compliqué. En fait, je me suis pris la tête avec les patrons du studio, je me suis barré parce que ça allait plus du tout. Ils changeaient mes lumières pendant que j'étais pas là, quoi, tu vois. Donc il y a un truc qui collait pas. Et puis des petits boulots, pas mal de chantiers. Je bosse beaucoup avec mes mains, donc j'ai fait des chantiers tout en continuant la photo et essayer d'exposer de temps en temps dans des bars, dans des... Et photos du chantier avec ce thème, non? Non, pas du tout. Non, bah là non. Plus tard, ça, il y a d'autres histoires avec des photos de chantier, mais là c'est en ce moment, quoi. Mais à l'époque, non, il fallait gagner des sous, quoi. Et t'es exposé du coup dans des restaurants ou des bars? Oui, voilà, j'ai essayé de faire j'ai toujours eu un labo avec moi. C'était dans les chiottes, c'était dans la salle de bain, j'ai toujours eu un labo dans tous les studios, dans tous les endroits, de l'argentique, le noir et blanc, j'ai jamais lâché le noir et blanc. Donc j'ai toujours eu un labo, j'ai toujours fait des images au quotidien. Là j'ai un boîtier argentique, un boîtier numérique dans mon sac. Même si l'argentique, je pense que ça fait une semaine que j'ai pas déclenché, mais il est là. Et donc voilà, ça a duré je sais pas combien d'années, mais toujours en faisant des photos et des boulots chantiers parce que j'aimais bien, puis ça me permettait de gagner sa vie. Et entre le travail, du coup tu faisais des expositions aussi entre les différents travails que tu as fait? Oui, alors j'ai fait une expo sur des triptyques en mélangeant certaines photos de corps que j'avais pas présentées avec des photos de paysages du village où j'habitais. Ah si, j'ai fait une expo à cette époque-là,
faut regarder sur le site, sur les dates, parce que je m'en souviens plus, et je suis sur même sur le site, les dates, elles sont Est-ce que tu peux donner le site fluctuantes. pour les personnes qui nous écoutent? Donner le site. C'est géraldevivierphotographe.com. Voilà. Ouais, les dates, 2014. Oui, après, en fait, une autre grosse expo, en fait, ce qui a lancé aussi un petit peu mon envie de faire de la photographie plus carrée, c'est quand donc Dunkerque, mes parents habitaient le nord, moi je suis redescendu habiter dans le sud et faire des chantiers. Quand je remontais là-haut, j'ai eu envie de faire un boulot sur la charcuterie, sur les chalutiers. Boulogne-sur-Mer, c'est un énorme port de pêche, il y a une histoire de la pêche qui est importante. Donc la nuit, j'allais sur les docks faire des photos des dockers. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu un armateur et je lui ai demandé s'il y avait moyen de monter à bord d'un bateau. J'ai passé une vingtaine de jours sur un chalutier avec l'équipage et j'ai fait deux séries, qui s'appelle Un port, la nuit des hommes, c'est le travail sur les dockers, et Outerbank 60 degrés nord, c'est le chalutier. Ça a été exposé au musée portuaire de Dunkerque. Donc c'était la première fois que j'avais une expo qui était financée, avec un carton d'invitation, avec les élus qui viennent parler, tout ça, là, tu vois. Et je me dis, c'est autre chose que les petites expos dans les restos. Et du coup, je me suis dit, ok, ça vaut le coup de continuer, quoi. Parce qu'il y a eu des beaux retours. Campagne de pêche. Campagne de pêche en mer du Nord, ouais. Et là, il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est que j'ai rencontré l'humain, en fait. C'est-à-dire d'aller photographier des gens, photographier des attitudes, mais tu es face à un humain. Donc toi, en tant que photographe, comment tu arrives? Tu viens voler, tu viens raconter, tu viens partager. En plus, un petit jeune du Sud avec les dockers de Boulogne-sur-Mer, je vous explique pas au début, j'étais hyper intimidé, puis ça s'est super bien passé parce qu'ils ont très vite vu que j'étais pas là pour les dévaloriser, au contraire. Et sur le chalutier de pêche, c'était assez étonnant aussi, quoi, parce que tu es dans un vase clos et vas-y, quoi, tu ressortiras quand on rentrera au port, quoi. Alors, voilà, ça c'était assez drôle aussi, mais des images, des situations étonnantes et puis des images qui ont tenu la route, quoi. J'ai continué ma petite vie dans le sud, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu m'installer dans les Hautes-Alpes. Alors attends, je vais essayer de revenir en arrière. On fait travailler la mémoire. T'as beaucoup Donc, il y a 25 ans à peu près, on va dire. Ouais, je crois. Ouais, il y a 25 ans, je suis allé m'installer à Turier. Au-dessus de Gap, c'est dans le 04, mais c'est en limite 05. Et là, j'ai rencontré Marc Malen, qui est pour moi une rencontre pas intéressante, importante. Parce que Marc Malen, il était ethnopastoraliste à l'époque. C'est quoi? Ethnologue et spécialisé pastoralisme. Il fait d'autres choses maintenant, et un jour il vient à la maison parce qu'il est intéressé par la photo, il voit mon boulot photo, il me présente au Parc des Écrins. Et là, j'ai la proposition de faire une expo au domaine de Charence à Gap. Donc là, j'ai choisi de faire des photos sur les différentes entrées du parc. Mais l'endroit où il y a encore les humains qui habitent, pas le côté sauvage. Alors super difficile parce que les habitants du parc qui sont en limite comme ça, quand tu arrives avec l'étiquette Parc National des Écrins, il y en a qui m'ont foutu dehors, quoi. Parce que eux, ils ont toujours habité là, et quand le parc a décidé qu'ici c'était protégé, ils ne pouvaient plus faire ce que leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont toujours fait sur ces montagnes. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est le côté aussi du métier où toi tu veux raconter un truc, mais ça se passe pas forcément comme tu veux, quoi. Mais voilà, cette expo a eu lieu au domaine de Charence, avec du paysage, quelques portraits, mais pas beaucoup, mais pas mal d'ambiance et de paysage. Ça m'a permis de rencontrer la conservatrice du musée départemental, Frédéric Verlinden de Gap, qui elle arrivait à cette époque-là dans les Hautes-Alpes. Et en fait, elle a vu mon expo et elle m'a proposé de faire des ateliers photos au musée et de faire des photos. Alors là, on retourne dans la technique où j'ai fait des photos de catalogue, c'est-à-dire des repros des œuvres qui étaient présentées. Donc des interventions avec les écoles, avec les jeunes. Ça, j'ai beaucoup aimé le faire, sauf quand ça prenait trop de place, où j'avais moins plus le temps. Et puis du coup, tu perds du plaisir à partager ma connaissance avec les jeunes. Tu vois, au bout d'un moment, tu satures. Donc s'il n'y a plus de plaisir, il faut arrêter, quoi.
Et du coup, j'ai proposé. Alors, la première expo au musée, mis à part les commandes de photos de catalogue, ça a été avec le Cirque des Accordés, qui était un cirque en résidence à Gap. Il y avait Gisèle Guldagian, qui était référente au musée, qui a été référente au musée après, mais qui bossait au Cirque des Accordés. On s'est connecté comme ça et elle m'a dit viens faire des photos sur les créations. J'ai fait des photos sur le Cirque des Accordés. Ça a été une expo au musée de Gap, la première. Pendant ce temps, je travaillais dans un magasin photo à Gap à vendre des pellicules, des appareils, développer des trucs parce qu'il faut manger. Ouais. Et l'art c'est bien beau. Mais C'était en quelle année ça? Putain, je sais plus. 2003 écrit, là. 2003. Ouais, 2003 Ouais. Donc il y a 20 ans. Tac, on en est où? Bosser magasin photo et tout en continuant les images. Voilà. Et puis les envies. Et puis un pote me dit Jay, là on va tuer le cochon pour la charcuterie. Je lui dis oh vas-y, je peux venir faire des photos. Il m'a dit ouais viens, enfin, il demande au gars qui a les cochons qui vont être saignés, découpés. Et je fais des photos, et puis la conservatrice du musée de Gap un jour me dit Jay, t'en es où? Je dis bah là j'attaque un truc sur la charcuterie traditionnelle quoi. Elle me dit ah ouais montre-moi, et puis elle me dit bah on finance. Donc ça c'est la première expo qui a été financée, c'est une commande d'exposition, c'est la première fois. Le musée départemental, le musée de Dunkerque, j'étais défrayé. Toutes les autres expos aussi, ou alors ça me coûtait des sous d'acheter le papier, de faire les tirages, etc. Donc là c'est la première fois où je fais un devis pour une expo, pour le travail, pour le matos, etc. 2011, ouais. 2011, la charcuterie traditionnelle, il y en a eu plusieurs des expos, je crois, au musée, de celle-là. Ouais, c'est par là en tout cas. Donc là, je suis allé dans le département faire des photos des gens qui tuent encore le cochon. Pour les ambiances. Alors ça, ce sont des photos qui ont déjà été vues, revues. C'est tellement folklorique. J'ai rien fait d'exceptionnel, c'est du documentaire. On est dans le reportage, voilà. En noir et blanc, avec la lumière, parce que j'aime profondément la lumière et la matière, donc j'essaye à ce niveau-là de faire attention à ça. Ça, c'est la première expo au musée de Gap. Toujours boulot photo, des chantiers, toujours aussi. Et puis, je passe beaucoup de temps sur l'Argentière, parce que je rencontre du monde là-bas. Ma future femme, d'ailleurs. Il passe le bonjour. Si elle nous écoute. Ces rencontres d'anciens. Ces rencontres d'anciens. Et l'Argentière, il y a une histoire qui est absolument merveilleuse, enfin merveilleuse, pas merveilleuse, qui est forte. C'est l'implantation des premières usines de transformation d'albumine en aluminium. Okay. Donc c'est la première usine d'aluminium qui s'est installée à l'Argentière parce qu'il y a les glaciers qui font couler de l'eau et qu'avec les chutes d'eau, on peut fabriquer suffisamment d'électricité pour créer une usine qui fabrique de l'aluminium. Donc ça s'est installé là. Et à l'Argentière, qui n'est pas une grosse ville, tu as plusieurs communautés qui sont restées. C'est des Polonais, ce sont des Marocains, ce sont des Italiens, ce sont des... Il y a une autre communauté, des Turcs, qui sont venus parce que l'usine embauchait beaucoup de monde à cette époque. Et donc tu as tous ces anciens qui sont là. L'usine n'existe plus, il y a des bâtiments. Et moi en étant là-bas, j'ai commencé par aller faire des photos dans les vieux bâtiments. Ou dans les turbines, les tuyaux qui restent. Je rentrais dans une turbine. Ça fait partie de l'usine du coup. Ça c'est par là où arrivait l'eau pour fabriquer l'électricité pour... Du coup on va montrer. Ouais. On va montrer. Donc là... Là, j'ai commencé, en fait, voilà, ça c'est une des images du début où je montrais les restes, les lieux de l'usine. Et puis un jour, je me suis dit, mais ça serait intéressant d'aller discuter avec lui pour qu'il me raconte l'histoire. Donc je me suis sur la place du village, ça avait toujours au kiosque un banc des anciens qui discutaient, beaucoup les Marocains qui se retrouvaient sur la place. Je suis allé tchatcher le bout de gras avec eux. Et je me suis dit, mais c'est eux qu'il faut que je photographie, en fait, pour parler de cette histoire et de cette usine. Donc blabla, je peux vous photographier. Alors on part sur le site de l'usine avec plusieurs anciens, enfin les uns après les autres, mais là au 24-36. Et je l'ai fait, on parle, et puis je les photographie, tout, puis je développe, je tire, ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Non, ça me plaît pas. Je retourne voir un ancien qui j'avais bien collé, et je dis bon, c'est Marcel, j'aimerais bien te photographier chez toi. Parce que je l'avais photographié dans l'usine, mais ça ne me plaisait pas. Je lui amène les photos chez lui, je lui dis viens, on essaie de faire des portraits chez toi pendant que tu me parles de l'usine.
Puis je suis avec le boîtier 24-36, vous allez voir, c'est important. Je suis caché derrière mon appareil et je vois l'image, quoi. Ça marchait pas, ça m'a pas plu. Et j'ai ressorti ma vieille chambre grand format, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est donc un appareil qui fait du négatif 4-5 inches, c'est 9x12, avec un soufflet. C'est un appareil que tu poses sur trépied, tu ouvres le soufflet, tu mets le tissu noir sur la tête, tu fais ta mise au point, etc., quoi. Et là, je suis allé on est retourné dans l'usine, toujours avec Marcel, il a été patient, c'est cool. Et je suis allé dans une ancienne rue de l'usine entre le bâtiment du chlorate et le bâtiment des générateurs. Parce que là, c'était l'endroit où il y avait une belle lumière, suivant l'heure de la journée, ça rebondissait ou sur un mur ou sur l'autre. Parce que moi, la lumière soleil direct, j'aime pas, j'aime bien une lumière diffuse. Donc voilà, le mur me faisait réflecteur, dans un sens ou dans l'autre. Et là, je les asseyais sur une chaise. Alors là, tu as l'appareil photo qui est impressionnant. C'est une boîte comme ça qui fait 20-20 avec un accordéon, un gros trépied. Moi, je fais la mise au point avec mon tissu sur la tête. Et ils sont à 50 cm de l'appareil en face de l'optique. Et moi, je suis à côté. Et je parle avec eux. Oui. Et en fait, on discute. Mon châssis est prêt, il est ouvert, j'ai le déclencheur dans la main. Je suis prêt à déclencher. Et je les préviens. Je dis, écoutez, on va discuter. Et puis à un moment, dès que vous êtes prêts, vous regardez l'objectif. Et moi, là, je déclenche, au moment de la discussion. Ouais. J'ai passé un temps merveilleux à discuter de l'histoire de l'usine à l'époque, la vie. Parce qu'il n'y avait pas que des communautés qui venaient de l'extérieur. Il y avait les paysans qui, quand ils ont vu qu'on pouvait gagner de l'argent à l'usine, non seulement ils avaient les champs, mais en plus, ils allaient bosser à l'usine. Donc, c'est des histoires extraordinaires, de travail monumental, quoi. Et quand ils décidaient de regarder l'objectif, je déclenchais. Et là, en fait, ce qui se passe... Et j'aime bien raconter cette histoire, c'est que c'est pas moi qui volais l'image, c'est eux qui l'a donnée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils étaient détendus, clac, je déclenchais. Et je faisais 4 photos, parce que c'est des châssis, il faut développer tout ce bordel derrière, quoi. Donc je me concentrais, quoi. Et après, je faisais poser les mains sur un tissu noir. C'est-à-dire que le boîtier, hop, je l'inclinais. J'avais un tissu noir sur une plaque en bois, et ils posaient leurs mains recto et verso. C'est génial, les mains. Pour moi, les mains du travailleur, c'est super important. J'aime travailler avec mes mains. Mon père a toujours travaillé avec ses mains. J'ai appris le travail manuel. Pour ça, j'aime bien les chantiers aussi. J'en suis à ma 2e maison, là. Tu vois, on s'en fout. C'est vécu. Si quelqu'un veut venir filer un coup de main à Gérald. Oui. Je cherche de la main et voilà. Et ça... En fait, c'est devenu une commande, voilà, pareil, de la même manière dont la charcuterie a intéressé la conservatrice du musée, elle vient me voir, régulièrement j'allais la voir, j'allais voir les expos, et puis elle me dit, tu fais quoi? Et je dis, ben, j'ai attaqué un boulot là sur Péchiné, les anciens et tout. Ah ouais, fais voir, montre-moi et tout, je te finance. Ok, super. C'était quelques années après la charcuterie. Donc c'est pareil, c'est génial, quoi, parce que je suis payé pour faire un truc que j'adore, tu vois. Et qu'en plus je vais montrer dans un musée. Donc je continue la série, je photographie 40 anciens, tous ceux que j'ai rencontrés, en commençant par le plus vieux, avec leurs mains. Et ensuite, il y a une première expo qui est décidée à l'Argentière, à la mairie de l'Argentière, où je présente que les portraits, là, pas les photos des mains. C'est pas ça, c'est que... Non, ça c'était au musée, ça. Je sais pas s'il y a une photo de l'expo de l'Argentière, je suis pas sûr. Il y a toutes les mains, non, c'est les mains souvent. Et là, ce qui avait de génial, c'est que les anciens sont venus. Tu vois, voilà. Ouais. Et là, c'est juste, c'est une émotion forte. C'est une émotion forte. Et puis tu te dis, putain, il faut continuer. C'est un vrai moyen de communication, d'échange, de partage. Donc ça, c'était un super beau moment. Et ensuite, musée de Gap. Donc après, il a fallu un truc difficile, c'est la présentation des photos. C'est-à-dire que j'ai un portrait et j'ai 2 autres photos. Mais elles font un tout. Je les présente à l'horizontale, à la verticale. C'est ce choix-là qui a été fait. Génial. Donc 120 tirages argentiques, 50-60 à coller sur plaque. Là, après, c'est l'usine. Parce que là, ça, c'est tout ce que j'ai exposé au musée. Ce sont des tirages argentiques. Donc moi, j'ai mon labo chez moi. Je fais les tirages. C'est un boulot que j'aime beaucoup faire. Et ça, c'est l'expo la plus récente? Non. 2009. 2009. Ouais, je dis, c'est long. Non, mais c'est bien. On te suit. Ça, c'était une expo. Et là, un truc qui a été bien, c'est que donc on est dans le patrimoine, on est dans l'histoire industrielle de la région. Les élus, ils ont adoré. Et quand les élus adorent, c'est bon, parce que quand il y a des financements, que tu reproposes quelque chose, on te suit. Donc voilà, ça c'était cool.
Et il y a une chose très très bien, les élus ont tellement aimé que le musée m'a acheté l'expo. Ah Donc ouais. là, c'est sur le coup, c'est jackpot, pareil, quoi. Je vends un tirage de temps en temps, mais donc là, l'expo appartient à la collection du musée. Elle est dans des placards, je sais pas où, mais elle est là-bas. Voilà, ça c'était les anciens de Péchine. Et ensuite, la vie continue, je sais plus trop quoi, des naissances, des voyages aussi. Des rencontres aussi. Des rencontres. Et puis des rencontres autour de la laine. En fait, ça c'est, de nouveau, c'est une proposition, je ne sais plus en quelle époque la laine, proposition de la conservatrice. Il y avait encore des budgets pour faire bosser des gens comme moi. 2016. 2016. Et donc là, pardon, je te coupe. Là, du coup, il y a une redirection, parce que j'ai cette impression que tu étais très axé avant la laine sur le corps des animaux, ou le corps des humains. Non, c'est une question que je me pose. Ouais, alors le corps, c'est vraiment le corps humain. Et le corps des animaux, non. Non. Par contre, le monde agricole, là, peut-être qu'avec la charcuterie, c'est le monde agricole dans lequel j'ai vraiment mis le pied, qui m'a toujours intéressé, touché, que j'ai toujours respecté. Mais là, j'ai mis le pied dans ce milieu, dans l'alimentation aussi, et dans le monde agricole. Tu vois, parce que l'histoire dans l'alimentation, elle continue, quoi, après. Non, le corps. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est bien, c'est effectivement le corps. Pour faire le lien par rapport à peut-être ce à quoi tu penses, en fait c'est de la matière et une lumière. Moi c'est ça que je cherche, quoi. C'est matière, lumière. L'expo aux écrins, c'était matière, lumière, dévers. Moi je suis dans la matière et la lumière. Enfin dans la lumière qui crée la matière finalement. Voilà. Bliblib 2016, Frédéric Verlinden qui montre un mouton empaillé là et me dit tu peux faire un boulot là avec un mouton empaillé. Ouais. Alors moi j'étais dans. D'accord, Valérie là. Okay. Non mais ouais, mais il y a autre chose entre temps avant 2016. Ouais. En fait 2011 j'arrête un peu tout pour faire une autoconstruction. Et quand je sors de mon chantier, je repars avec un boulot sur les semences paysannes. Ça c'est super important. Je l'ai zappé, c'était avant. Non, vas-y. Un copain paysan boulanger, Guillaume, qui bosse à Curban, qui m'a mis la puce à l'oreille en discutant. Je lui mets ton blé, tu le fais pousser, non, je l'achète. Et ah ouais, et pourquoi? Et bla, et semences paysannes, et hybridation, et semencier qui oblige les paysans à racheter la semence. Et je me dis, putain, c'est n'importe quoi, ça, il faut en parler. Donc j'ai commencé à aller, ouais, ça c'est avant la laine, ça. J'ai commencé à aller photographier des paysans. Agriculteur, mon pote Guillaume. Alors, l'idée c'est de parler de l'humain, qui est une problématique qui me paraît importante, c'est qu'il n'a pas le droit de développer des semences naturelles, pas le droit de les utiliser. Donc tu es obligé de rentrer dans un système agro-industriel, donc pollution des sols, dégradation de la vie de tous les insectes, et en plus on mange de la merde et ça nous rend malades, quoi. Par contre, il y a du monde qui gagne beaucoup de blé là-dessus. Donc là, il y a un truc, il faut en parler, quoi. Et du coup, je suis allé voir les paysans, agriculteurs qui continuaient à développaient la semence paysanne tout en étant hors la loi. Donc j'ai photographié à la chambre grand format. L'avantage de cet appareil, c'est que je peux jouer sur les zones de flou et de net. Je faisais les mains nettes qui présentaient des semences. Et à côté, je repartais dans ma voiture avec la semence pour aller la photographier sur mon banc de repro à la maison. Et là, j'ai découvert des trésors. Et ça correspond à ce que je présente cette année à Serres-les-Arts, là, c'est que des semences. J'ai mis le pied dedans, en fait, à cette époque-là, et depuis, je m'en sors pas, quoi. Et là, je m'en sors pas. Et là, l'idée, c'était vraiment un travail, je voulais communiquer. Donc l'idée, ça a été paysan hors la loi, gros point d'interrogation, avec un tampon rouge sur les affiches, et des phrases Alors, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il n'est plus dans mon site, ce travail, donc il faut que je le remette. Je ne sais pas pourquoi il a disparu. Ouais, il n'y est pas non plus. J'ai cherché hier, je n'ai pas trouvé. Et des phrases de paysans. Pourquoi il faudrait retourner sur ça. Ça, vas-y. Du coup, dans quelques instants, il y a Valérie qui vient de nous rejoindre. Donc, on va rejoindre Valérie en bas. Mais j'aimerais qu'on aborde une question que j'aimerais te poser. Et je pense que les auditeurs aussi seraient intéressés. Moi, j'aime que les gens fassent partager justement leurs techniques et qu'ils comprennent comment se déroule
le cheminement et le développement d'une photographie. Ça peut être super intéressant, ça. Du coup, est-ce que tu as quelles sont tes techniques à toi de photographie? J'utilise 2 techniques, c'est la photo argentique et la photo numérique. Je vais commencer par l'argentique parce que c'est celle que je maîtrise depuis le plus longtemps et que je continue à aimer utiliser. Pour ça, il faut un labo. Alors, tu utilises un film dans lequel il y a du grain d'argent, c'est une pellicule plastique. Quand on déclenche l'appareil photo, on ouvre un obturateur et un obturateur avec une certaine taille de rond et un rideau à une certaine vitesse pour faire rentrer de la lumière. La lumière va sensibiliser les grains d'argent. Le principe de développer le film, c'est révélateur, bain d'arrêt, fixateur. Dans le révélateur, en fait, tu envoies. Alors, techniquement, chimiquement, j'ai pas retenu tout ce que j'ai appris quand j'étais en Suisse. C'est pas le côté qui m'intéresse, même si je sais utiliser les produits, quoi, voilà. Dans le révélateur, le grain d'argent qui a reçu la lumière est activé chimiquement et se noircit. Il noircit. C'est comme ça que la photo a été découverte, parce que c'était un pharmacien, Nicéphore Niepce. Dans sa cave, il avait un bocal en verre dans lequel il y avait de la poudre d'argent qui, en prenant le soleil et avec je ne sais pas quel mélange de produits, ça a noirci. Il s'est dit, putain, on va faire un truc avec ça peut-être. Et il était pharmacien. Donc voilà, grain d'argent, il noircit. Dans le bain d'arrêt, en fait, on enlève on nettoie le révélateur, et le fixateur, en fait, enlève les grains d'argent qui n'ont pas été exposés. Ça veut dire qu'après le fixateur, si tu sors ton film, les grains d'argent qui n'ont pas été exposés, ils sont plus là. Donc ton film, il peut plus noircir. Donc là, tu as le négatif. Ce qui est blanc dans la réalité est noir sur ton négatif. C'est pour ça qu'on appelle ça un négatif. L'étape suivante, c'est de passer ça dans un agrandisseur. Tu mets ton film, tu envoies une lumière en dessus, tu as un objectif dessous, et tu projettes ton image négative. Ce qui est blanc et noir sur ce que tu vois. Et là, c'est exactement la même chose. Au lieu que ce soit plastique avec du grain d'argent, c'est papier. Un papier blanc avec du grain d'argent. Le grain d'argent, là où c'est noir dans la réalité, c'est transparent sur ton négatif. Donc la feuille, elle va recevoir de la lumière. Donc le grain qu'elle a reçu va noircir quand tu vas le mettre dans le révélateur. C'est les mêmes produits, révélateur, bain d'arrêt, fixateur. Et du coup, ce qui est noir sur ton négatif, mais ce qui est blanc en réalité, sur ton papier, ça redevient blanc. Parce que la lumière, à travers le noir du négatif, ne peut pas passer. Ça, c'est la photographie noir et blanc. Après, il y a l'étape du repiquage, c'est-à-dire un pinceau et de l'encre pour boucher les poussières qui étaient sur ton négatif, ou les rayures, ou tout ça. Voilà, et donc ça c'est l'argentique. Après, moi je suis limité en format tirage, c'est du 60-90 en projetant au mur. Je ne peux pas faire plus grand dans mon labo, c'est déjà pas mal, mais ça devient compliqué, les cuves, etc. Et le numérique, qui est principe photographique le même, au lieu que ce soit de l'argent qui est sensible, c'est des pixels qui sont dans l'appareil, donc ils réagissent et à la lumière et à la couleur. Ils sont réunis pour prendre les 3 couleurs. Et en fait, après, c'est un fichier que tu récupères, que tu mets sur ton ordinateur. Et ensuite, sur l'ordinateur, tu travailles comme en labo, en fait. C'est-à-dire que tu fais ressortir tes... Parce qu'en labo, on joue avec les contrastes, avec des filtres, avec des masques, avec des... Ça peut être très gris, ça peut être très contrasté. Tu as des endroits que tu veux que ce soit contrasté, le reste, tu veux que ce soit gris pour que l'œil il aille là où c'est un peu plus contrasté. Donc voilà, ça se fait en labo, avec les mains, avec des trous, avec des mouches, avec des bouts noirs sur le bout d'un fil. Et en fait, le travail numérique, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est attirer l'œil sur la partie que tu as envie que les gens voient sur la photo. Donc tu le fais avec du contraste, avec de la lumière, mais si tout est contrasté, tout est lumineux, c'est pour ça que c'est chiant la lumière de face. On voit bien, mais il n'y a rien, quoi. Voilà. Pas de profondeur. Enfin, voilà. Et j'ai encore juste 3 questions. Donc Valérie est en bas, elle nous attend. Juste 3 petites questions. Ton exposition d'aujourd'hui, tu peux nous en dire quelques mots? Alors l'exposition d'aujourd'hui, c'est une prolongation effectivement des semences. Quand je dis que j'ai mis le pied, la tête, le cœur dedans et que je ne lâche pas, c'est que je continue à photographier des semences qu'on m'apporte. Pas forcément de légumes, mais aussi de fleurs. Le côté fleurs mellifères, c'est hyper important parce que ça attire dans la côté de ton potager. Si tu as des fleurs, tu auras des abeilles, tu auras la pollinisation, tu auras des légumes, etc., etc.
Et surtout, j'ai découvert, quand je parlais des trésors tout à l'heure, c'est que j'ai une optique macro absolument exceptionnelle. Et donc, quand tu as grandi quelque chose qui fait 1 millimètre et que tu le mets sur un grand écran ou sur une grande bâche, ben, tu découvres tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est juste magnifique. Allez voir l'expo, quoi. C'est juste très beau. C'est simplement beau. Moi, en quel numéro à l'expo? 6. 6. Voilà, donc là, je présente des semences. Ouais, 6. L'adresse, c'est ça non bah, c'est chez nous. Bah, moi, j'ai au 87 rue Henri Pesin. Mais c'est peut-être ça. Ouais. Ouais. Oui, c'est 6, c'est le numéro d'exposant. Ouais, et moi, j'ai les rues directement. Et donc, en fait, je présente des semences juste pour montrer la beauté de la semence. Je sais les photographier, j'ai le matos, donc je les mets en valeur comme ça, sur fond noir. Elles sont là, juste toutes belles, toutes seules. Et je mets en avant la nature. La nature, elle est belle, elle se suffit elle-même. On n'a pas besoin de venir la bidouiller. Et il y a 2 pièces, en plus des photos, il y a une 40aine de photos. Et il y a 2 pièces qui ont été fabriquées pour l'expo de cette année. C'est une scabieuse qui est une fleur. J'ai refabriqué en luminaire une des semences. C'est un autre métier que j'ai d'artisan d'art sur les luminaires. Et donc là, j'ai mélangé un peu les deux. Parce que pareil, de nouveau, je la mets encore en valeur parce qu'elle est naturellement belle. Et puis, il y a une pièce qui est en extérieur dans la fenêtre qui s'appelle arme de destruction massive. La scabieuse, c'est scabieuse lumineuse. Scabieuse, c'est le nom de la graine. Et l'arme de destruction massive, c'est le pendant de la beauté de la nature. Ce sont un moule de mes mains, en plâtre, dans un roulement à billes énorme, avec des graines que j'ai peintes en rouge, donc qui correspondent à la graine génétiquement modifiée, celle pour laquelle tu es obligé de mettre des intrants chimiques et qui fait un blé de merde. Et en fait, le fait d'être dans ce gros roulement à billes en cercle, on dirait une cartouchière, ces semences en fait rendent stérile tout le monde, la vie. Donc voilà, c'est le pendant de la beauté de la nature que j'exprime à l'intérieur. À l'extérieur, j'ai fait cette pièce qui est un peu trash, mais et qui fonctionne en fait, quoi. Bon, on est dans le thème en même temps. Voilà. Et tes projets futurs? La semence, toujours l'histoire de. Il y a une rencontre semence paysanne, semence paysanne internationale en 2024 dans les Hautes-Alpes, et 2 rencontres en Grèce autour des rencontres de semences paysannes. Donc là, on m'a proposé d'aller y faire des photos de toutes ces rencontres. Donc moi, je suis ravi parce que je vais de nouveau me remettre dans le bain sérieux des rencontres des gens qui sont engagés là-dedans, de voir où en est la recherche scientifique pour essayer de passer à travers les lois de génétique interdites en France, mais on trouve d'autres moyens, quoi, tu vois, voir où ça en est tout ça. Donc ça, c'est en cours d'installation, c'est en projet. Et il y a les frigos, où ça c'est beaucoup plus concret, les frigidaires. Je parlais d'alimentation avec les cochons, avec les semences. J'ai photographié des frigos. Ça s'appelle On est ce qu'on mange. C'est-à-dire quand tu rentres dans le frigo, tu rentres dans l'intimité d'une famille. Et puis toutes les photos qui sont sur la porte. En fait, ça c'est exposé en ce moment au MUSEM. Ça accompagne une exposition qui s'appelle une exposition sur l'alimentation méditerranéenne. Donc c'est exposé jusqu'en mai 2024. Et ces frigos vont servir, là je vais réattaquer une série de frigos d'Anguille S3 par un financement qui vient de l'Europe. On va travailler avec Marc Malène, sociologue, ethnologue, là, qui revient bosser avec moi. Moi j'ai photographié les frigos chez les gens, les caves, les lieux où on stocke l'alimentation à différentes saisons, dans différents types de populations, sur une année. Marc va les interviewer pour savoir comment ils mangent, où ils achètent leurs produits. Et l'idée c'est après de faire une sorte de cartographie l'IS3 pour les producteurs et les consommateurs. Et ça, c'est un projet où là, ça prend sens. C'est lié aux semences, quand même, d'un certain côté. Par rapport à ce qu'on mange, à ce qui est pourri, à ce qui est bon. Bien sûr. Tout se rejoint, du coup. Après, l'idée, moi, c'est que si je photographie un frigo au mois de juillet avec des tomates qui sont achetées à l'Intermarché d'en bas, je dirais aux gens, mais il y a des producteurs de tomates visuellement, on le voit bio, paysannes, en bas de Guillestre, et qui vendent leurs tomates sur le marché. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Et là, tout d'un coup, les frigos, ils ne sont pas simplement esthétiques, mais ils prennent sens. Donc là, on est à la 20e édition de Serre les Arts. Bon anniversaire, Serre les Arts. Comment tu ressens ton ressenti sur ce 20e festival qui commence J'ai pas encore vu tout, mais ce que j'ai vu des super beaux travaux. Je suis assez content de me retrouver avec tous ces gens avec qui on échange. Même si j'échange dans mon entourage proche sur mon travail, mais dès que tu es avec, on va dire, tes pairs, tu échanges différemment. Et les échanges sont riches, les échanges sont intéressants, sont riches, c'est super.
ceux que je connais de la région, mais même les autres. Donc je suis curieux aussi d'aller voir les expos que j'ai pas vu encore, parce qu'il y a vraiment cette année, je trouve, du beau travail. Et puis l'équipe qui fait Serre les Arts, que ce soit le cœur de l'association, tous les bénévoles, on est super bien accueillis, c'est super. Non, je suis content d'avoir été invité, honoré. Quand Valérie m'a appelé, elle me dit Jay, voilà, 20e année, on invite. Et moi je dis, ah bah ouais, je suis honoré, quoi, tu vois. Mais après, vas-y, il faut prendre un truc, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit encore plus fou, plus grand, plus... Qu'est-ce qui pourrait faire? C'est ce que je cherche tous les jours, pour faire encore plus fou, plus grand, mais pas dans l'idée du forcément plus grand, plus fou, mais plus fort. Oui. Voilà, plus de sens. En fait, voilà. Dans la photographie, plus j'avance, vu que j'ai un autre métier qui est artisan d'art, où je fabrique des luminaires, j'essaye de faire des belles pièces, elles sont uniques, mais elles éclairent. Avec c'est esthétique et pratique. Dans la photographie, j'ai vraiment envie, mon travail, de donner du sens profond. Alors oui, j'espère chaque fois en donner plus. Mais je sais pas quoi, si tu as la solution. Pas du tout, justement, si j'ai pas de solution, justement, je pose des... Non, je cherche parce que questions. c'est par les images, c'est par l'information que tu fais changer les gens aussi, quoi. Tu vois. Après, je finis là-dessus parce que je trouve que c'est assez important. Quand tu vas dans, enfin je veux dire, la chrétienté avec les super peintures rupestres qui sont magnifiques dans les églises, c'est avec l'image qu'on a réussi à balancer un dogme de merde dans la tête des gens sur maintenant notre société, là, comme elle est créée maintenant, elle dépend d'images à l'époque. Donc l'image, elle a un poids, quoi. Il faut faire gaffe parce qu'on est bouffé par les images. Et surtout aujourd'hui, on a un monde d'images aujourd'hui. Ouais, donc l'image, images sont partout. Ouais. Comme tu dis, l'image plus juste, plus grande, plus forte, il faut la chercher. Parce que c'est ça fait partie du changement, quoi. Moi, je pense que tu as quand même réussi à faire ça parce que quand toi, enfin c'est mon point de vue, mais quand ça te touche personnellement, je pense que ça peut automatiquement percuter les personnes qui le voient. Oui, sur les rencontres que j'ai là, moi, dans l'expo. Tout ce que tu as fait déjà, je trouve ça fort quand même, moi déjà. Merci. Comment peut-on... Des expositions, c'est vrai. Merci. Comment on peut te contacter? Donc le site internet, tu peux le redonner si tu veux. Alors c'est un nom à rallonge, gérald-2-vivier.com. Non, -photographe.com. Et dans le site, il y a mon travail photo, expo, les commandes. Ouais, il y a des boulots super intéressants avec des artistes, mais bon. Et j'ai fini. Et le site J&J, c'est les luminaires. Des réseaux sociaux? Non, ouais, pas de réseau, Facebook. Ok. Je suis assez nul avec ça. Bon, c'est bien. Merci. Et merci beaucoup, Gérald, d'être venu au studio. Donc je rappelle que tu exposes au 87 rue Henri Peuzin et c'est le numéro 6, c'est ça. Ouais. Juste en dessous de la placette. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ouais. Pour ton histoire, ta passion. On sent que tu es passionné. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Moi, le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Plus tard, venez voir l'expo. Ouais. Carrément. Moi j'ai des questions en plus. Bientôt. Donc, tout à l'heure. Ouais, vous me raconterez où on entend ça. C'est en direct. C'est en direct. Et après, il y aura des podcasts qui seront diffusés directement sur l'application de KTB Radio et sur notre site internet. Ok, super. On te le notera si tu veux quand on viendra te voir à l'expo. Merci Gérald. Ouais. Salut. Bonne journée à toi. Un peu pluvieuse, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Pardon. Nous allons recevoir dans quelques instants Valérie Bourré qui expose au 78 rue Henri Peuzin, à côté de Gérald, et qui travaille le dessin, la gravure et l'écriture. Donc c'est Cyril qui fait l'interview ou c'est Romain? Cyril. Non, c'est Cyril. Allez, ça va être Cyril qui va interviewer Valérie Bourré. Donc restez avec nous. Et on retrouve Cyril Gaulier dans quelques instants sur KTB Radio, la radio du peuple.